Bonjour à tous, je suis Déborah Drac, je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue à notre séance. Il s'agit de tirer les enseignements des crises précédentes utilisables dans la lutte contre le Covid. Je suis impatiente de tenir cette conversation, ça sera une réelle conversation entre nous. Je vais vous dire un petit peu ce sur quoi nous avons travaillé pour tirer les enseignements des crises passées. Bon, il y a beaucoup d'éléments à reprendre, je pense. Et ce faisant, en les réétudiant, ces crises, je pense que nous pouvons découvrir comment mieux surmonter la crise actuelle. Nous avons repris des publications passées qui contiennent beaucoup d'éléments importants, qui permettront de rendre résilientes les IMF. Nous allons évoquer donc quelques-unes de ces crises passées ensemble et répondre aux questions que vous aurez peut-être pour faire un petit partage d'expérience. Donc c'est une présentation, enfin ce n'est même pas une présentation, c'est très informel, une vraie conversation que l'on aura avec Daniel Rosas et Donna Nails. Un petit contexte, qui suis je travaille pour le Centre d'inclusion financière, Action. Je dirige les efforts gouvernance et investisseurs depuis plusieurs années. Et plus précisément le Conseil Capital Inclusion Financière dans le cadre des fonds d'investissement. Et donc j'ai déjà connu un certain nombre de crises dans le passé. Nous travaillons dans le domaine de l'impact en prenant en compte l'aspect institutionnel, car elles font partie de l'écosystème et notamment de la gestion de la crise. Je me souviens du projet qui avait déjà été lancé pour étudier les crises précédentes, et il est bon de le refaire, notamment pour évoquer la croissance potentielle à partir de là. Voilà, nous allons nous lancer. Je pense que ce thème sera très intéressant et nous allons essayer de voir ensemble comment surmonter la crise. Daniel, bonjour Déborah, ravi de vous revoir. Tout à fait, nous avons commencé à réfléchir aux crises du passé et en fait on peut remonter il y a 12 voire 11 ans quand nous avons commencé à collaborer avec Déborah sur le document Weathering the Storm, surmonter la tempête, avec des cas qui remontaient à avant la crise et à après. Il y en avait qui remontaient à 2004-2005, et notre idée au début du Covid était de réétudier ce travail et de voir si on pouvait trouver des cas supplémentaires utilisables dans la crise du Covid. On pouvait voir ceci sur le site internet du CFI. Donc il s'agit de discussions rétrospectives, bien sûr, de réminiscences du passé qui peuvent être néanmoins utilisables aujourd'hui. Pour moi, ce qui est central, le premier document citait, je crois, Eleanor Roosevelt, qui disait « Saisissez l'occasion d'apprendre des erreurs que les autres font. On n'a pas une vie assez longue pour corriger toutes celles qu'on fait. » Voilà, je suis Donna Nails, à Sarajevo. Ma première crise, c'était peut-être en 2009-2010 au Brésil, pendant la première crise économique. Ensuite, je me suis rendu en Azerbaïdjan avec la dévaluation de la monnaie. Décembre 2001, il y a 2015 également. En Palestine, la crise à Gaza.
je viens du monde de la banque, de la gestion de la crise dans le passé, mais j'ai vraiment mis la main dans le cambouis au sein des IMF pour travailler avec les investisseurs, les IMF qui me recrutaient pour avoir les détails du fonctionnement du système, pour mettre en place le fonctionnement localement, étudier les bilans, les portefeuilles, voir comment surmonter les crises et arriver à surmonter la situation. En Bosnie, il est vrai que les problèmes reviennent. Alors c'est l'aspect pratique, nous devons voir ce que l'on peut tirer comme enseignement. Il est très utile de nous tourner vers le passé pour voir si l'on peut tirer des conclusions de ce qui a été fait ou de ce que d'autres ont fait et voir peut-être ce qui n'a pas fonctionné et éviter ces erreurs commises. Nous sommes au beau milieu de la crise, de la situation, de la pandémie. Beaucoup de discussions ont lieu parmi les investisseurs, les IMF. On parle beaucoup de liquidité. Où en sommes-nous? Beaucoup se trouvent dans le brouillard, ne voient pas clairement l'avenir, manque d'informations, rien n'est clair, comment réduire ces incertitudes. Bon, on a déjà connu ça dans le passé, mais là encore, avec la crise du Covid, la crise est différente, elle est de nature mondiale, on n'a pas connu cela, on n'est pas encore arrivé au terme de cette crise, mais je peux peut-être commencer par quelque chose qui mérite beaucoup de discussion et qui permet de formuler des recommandations. On a beaucoup parlé de liquidité. Il est vrai qu'à certains endroits, de gros problèmes de liquidité se sont posés. Certains pays avec lesquels je travaille n'ont pas trop de problèmes pour l'instant, mais on ne sait pas comment cela va évoluer. Et dans ma carrière passée, de travail sur les liquidités, on sait que souvent cela demande des augmentations de capital des investisseurs. Mais bon, comment trouver la bonne démarche qui fonctionnera? Qu'en sera-t-il l'année prochaine? Dans quelle situation est-ce que le client se trouve? Quelle sera sa capacité de remboursement? Et le problème actuel par rapport au scénario, c'est qu'il y a des moratoires ou des confinements qui sont mis en place, on n'en voit pas la fin, comment répondre de façon adéquate du côté des régulateurs. Alors j'aimerais entendre plusieurs avis de l'audience également. Comment, par exemple, dans le cas de la Bosnie, comment arriver à savoir si les clients peuvent rembourser et s'ils ne peuvent pas, est-ce qu'ils auront la volonté de rembourser un beau jour? C'est ça un petit peu l'astuce. Merci Déborah. En Azerbaïdjan, en Palestine, plusieurs éléments. D'une part, on peut travailler sur le portefeuille. On peut essayer d'étudier les secteurs, quels sont les extrêmes, qui est fortement affecté, les restaurants, le tourisme comme la Jordanie, ou le Monténégro où je travaille, la Jordanie, les extrêmes, et ensuite on sous-segmente. Vous pouvez aussi mettre en place un tableau de bord Covid, c'est ce que je fais avec mes clients. C'est pour la direction ou les cadres. On ne voit pas que des retards de paiement maintenant. Maintenant, on commence à parler de restructuration et les périodes de grâce de jusqu'à 6 mois. Bon, on devrait être capable d'étudier les restructurations et savoir quel premier paiement a été réalisé.
le premier paiement n'a pas été réalisé, là on peut commencer à trembler. Et ensuite, dresser une carte des risques générale. Voilà pour le portefeuille. Ensuite, il faut passer au risque prêt individuel. Et c'est là que c'est une question de formation personnelle. Moi, je l'ai fait en Bosnie, dans les pays de la Méditerranée. En fait, pour chaque client, on étudie la capacité de remboursement. On étudie le revenu, la volonté de remboursement pour avoir un indice, ne serait-ce que pour avoir de toutes petites sommes infimes tous les mois. Alors en Bosnie, ça a été vraiment la cata. Mais parfois, il est possible d'avoir un deuxième emploi ou une autre entreprise qui permette de faire des remboursements adéquats. Il faut avoir un bon service de recouvrement. Ça, c'est central. C'est absolument crucial aujourd'hui puisqu'il y aura beaucoup de défauts de paiement. Et il faut cerner cette volonté de remboursement et décider d'une approche dure ou souple. Alors, la souple sera, bon, tu me donnes 20 € par mois, dans 6 mois on en reparlera. Voilà, ceci pour jeter quelques idées générales. Daniel? Tout à fait d'accord. J'acquiesce du chef, pas parce que je m'endors, mais vous avez raison de dire tout cela. Ça dépend tellement de chaque cas individuel, de chaque client. Vous parlez du tableau de bord comme une façon de dire, bon, si j'arrive à savoir pour tel ou tel client, comme dans un scénario Covid, ces clients sont dans un secteur qui s'en sort bien, disons l'agriculture, ou autre chose qui est liée à la production alimentaire, quelque chose qui n'est pas tant touché que cela. Pas les restaurants, hein, d'ailleurs, bon, hein, ou comme les épiceries, bon. Ça serait une catégorie. D'autre part, il y aurait des catégories, comme le tourisme, où il n'y a pas d'entrée financière, à moins qu'ils aient trouvé un autre emploi, enfin, emploi ou activité. Il y en a beaucoup, des gens qui sont flexibles, qui se lancent dans autre chose pour avoir des revenus. On le voit. Et c'est ce qu'on a vu dans d'autres crises passées également, où les gens sont inventifs et trouvent de nouvelles activités pour s'en sortir. Mais agréger ces différentes évaluations personnalisées clients pour en faire une image agrégée, combien de personnes dans cette catégorie, combien dans telle ou telle autre, c'est indispensable. Et cela vous prépare non seulement côté collecte, mais ou perception, mais également du côté du prêt, du décaissement, puisqu'il est possible d'avoir des perceptions, mais vous serez dans une situation délicate en termes de solvabilité. Il faut que l'équation soit équilibrée pour pouvoir maintenir la trésorerie. Oui, c'est tout un débat et on devrait en avoir un. Moi, je suis pas certaine, franchement. Pour l'instant, il faudrait avoir un référentiel, hein. Les directeurs, ils ont des référentiels. Et on a en Bosnie une IMF qui a disparu. C'était une grosse boîte qui a reçu beaucoup d'argent. Moi, j'ai dit aux investisseurs, non, attention, celui-là, il s'en sort mal. Et d'ailleurs, il n'existe plus. Oui, c'est intéressant. Écoutez, quand je regarde ce qu'on a fait il y a 10 ans et ce qu'on fait cette année, et là encore, on peut le voir sur le site CFI, en Palestine, en Azerbaïdjan, en Inde, au Nicaragua et autres. Dans ces cas-là, ils ont continué l'activité de prêt. En Palestine, on nous a dit qu'il était absolument indispensable de poursuivre le prêt. Vous voulez dire aux nouveaux clients ou aux clients existants? Ah oui, là, avec les clients existants, je suis d'accord. Pour les nouveaux ou nouveaux produits, là, attention, il faut être très prudent. C'est vrai. Ce qui est crucial, hein, messieurs, c'est d'être conscient du fait qu'on prête pendant la crise et de savoir très précisément à qui on prête.
comment les produits vont performer, le faire peut-être par une étude pilote dans un premier temps. Et je pense à un cas qui m'a frappé, ça remonte à la crise financière 2010-11, une IMF au Kazakhstan. La majorité de leur activité était des prêts aux PME et au marché intermédiaire, un peu trop petit pour ne pas être intéressant pour les banques, mais un peu trop gros pour intéresser les IMF. Bon. Et ces gens-là ont été vraiment frappés par la crise parce que, d'une part, ils avaient beaucoup de biens immobiliers, or le marché s'est effondré, tous les prêts de logement ne tournaient pas rond, et donc ils avaient une succursale à l'extérieur de la ville. C'était une étude pilote qu'ils ont lancée à l'époque. Ils ont commencé des prêts collectifs. C'était nouveau, mais ils sont dans un réseau, ils coopèrent avec le Kyrgyzstan. Et donc le PDG, au début de la crise, en fait, cette dame est allée dans cette IMF sœur, il a passé quelques mois, et a dit, en revenant, voilà ce qu'on va faire, on va lancer des prêts collectifs, et ils se sont sortis de la mauvaise passe. Sinon, il n'y aurait pas eu de liquidité du tout. Alors, une recommandation, quand vous commencez un nouvel emprunt, vous regardez tout le profil de cet emprunt. Et alors, vous devez décider si oui ou non, vous avez une bonne relation avec le directeur de la succursale. Alors, le MIS est fondamental ici parce que vous pouvez développer une notation du risque, une évaluation de risque pour le crédit, en fonction du client, pour voir si le client est capable de payer quelque chose. Et ça doit être introduit dans le système MIS, ainsi que des requêtes sur la capacité de remboursement de l'emprunt. Donc le MIS a vraiment été fondamental pour plusieurs IMF. Ça, c'est une recommandation que j'ajouterais. Mais peut-être que pour les nouveaux produits, il faut quand même être vigilant. Donc prêter, mais prudemment. Il faudrait aussi souligner que si vous regardez les paiements au début des remboursements, eh bien, il faut pas qu'il y ait un jour de retard. Donc, il faut vraiment surveiller de tout près. Alors, du point de vue de l'investisseur, c'est ce que vous voulez savoir. Le taux de collecte, le taux de recouvrement, et ça, c'est relativement facile à suivre. C'est normal de suivre plusieurs éléments dans ce processus et en faire rapport, mais je pense que la situation, du point de vue de l'investisseur, l'investisseur veut savoir ce qui se passe tout au long du processus. Essayez d'obtenir toutes les informations nécessaires. Donc, c'est dur maintenant de s'imaginer ce qui se passe, mais c'est l'aspect de collecte, de recouvrement qui est absolument essentiel et qui demande un suivi régulier. Il vous faut vous assurer que votre personnel est qualifié pour le faire. Ce n'est pas nécessairement ce qu'ils ont fait pendant tout le reste de leur vie. Oui, d'accord. Moi, je travaille avec quelqu'un de génial qui peut publier des feuilles Excel. Elle fait des tests vraiment très serrés pour les IMF. Et elle souligne aussi tous les aspects du bilan basé sur des données économiques, etc. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un de très fiable. Alors, moi, honnêtement, je ne suis pas très bonne analyste, mais il faut vraiment quelqu'un qui puisse couper en tranches vraiment toutes les activités du portefeuille. Alors, les taux de remboursement sont vraiment faciles à obtenir dans certains IMF, dans d'autres cas pas. Quand j'étais membre du conseil d'administration, j'ai parlé du dashboard, du tableau de bord et d'autres éléments qui peuvent être utiles pour suivre le processus et tout le parcours de l'emprunteur. L'analytique est fondamentale. Et selon la situation que vous analysez, que ce soit un groupe de clients, par exemple, il peut s'agir d'un différents types de prêts.
pratiquement indépendamment du système, les données sont là. Il vous suffit juste de les extraire du système et de voir comment vous pouvez manipuler ces données. On peut aller très loin avec un outil de base comme Excel. Et vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps sur des systèmes de reporting. Mais ce n'est pas le moment, en tout cas, de commencer à construire ces instruments. S'ils sont disponibles, utilisez-les. Mais la règle de base, c'est que tout reste simple. Alors, ce qu'on a fait avec les IMF maintenant, c'est que dans les données, il y a des données qui existent, et puis on peut creuser un petit peu derrière ces données. Et puis, quand on commence à voir que des emprunts sont retardés dans les remboursements ou ont été restructurés, alors on se dit que l'analyse n'a pas été correcte. Là, on peut se dire que quand il y a quelque chose qui cloche, il faut creuser pour voir ce qui se passe derrière. Et ce qui est vraiment fondamental dans n'importe quelle crise, c'est le revenu. Parce que peut-être que l'entreprise ne fonctionne pas, ou peut-être que ça fonctionne, mais au ralenti, il faut voir s'il y a un revenu, etc. Il faut être sensible aux besoins, mais en même temps, on peut réaliser une analyse et comprendre ce qui se passe quand la situation semble se détériorer. Alors, comment est-ce que vous pouvez dire si un client est prêt à payer? Même si vous coupez tout en morceaux, c'est aussi une question de confiance. Oui, c'est aussi une question de formation. Moi, j'ai vu des gens qui venaient en formation, donc je les ai formés essentiellement. Former les gens en Bosnie à repérer et à analyser les différents dossiers. Comment vérifier une double fois, une deuxième fois, si le client est solvable, s'il est prêt à payer ou pas. Il faut apprendre à poser la question de la bonne façon, avec la bonne tonalité. Et tout le monde ne peut pas être formé. Tout le monde n'a pas cette capacité à être formé. Et moi, j'ai vraiment tapé sur le clou pour former ces gens jusque dans les détails. Voilà, ça c'est le côté de ressemblance maternelle. Alors, pouvez-vous parler de la carte thermique dont vous avez parlé tout à l'heure et nous expliquer en détail ce que vous avez fait? Voilà. Est-ce que la carte est visible à l'écran? Oui, c'est un peu difficile à lire. Je pense que je peux l'agrandir. Ça, c'est un outil relativement simple à mettre à jour. Alors, de A à E, 1, 2, 3, 4. Et là, vous voyez A, B, C, D, E, ce sont les jours de retard. Les jours de retard dans le remboursement. Et les 4 autres colonnes verticales sont le secteur à haut impact, impact élevé et moyen. Donc la gestion du risque à ce moment-là devra passer par les secteurs qui ont été extrêmement impactés, ceux qui vont fermer ou qui sont toujours fermés comme le tourisme, les restaurants, etc. Et on peut appliquer cette matrice aux IMF. Alors, dans le tourisme, les restaurants, dans certains pays, la construction a été durement frappée, dans d'autres pays pas, donc cela dépend d'un pays à l'autre. Et puis, on peut intégrer ces données et suivre ces différentes données. Bon, j'ai changé les chiffres pour qu'ils correspondent à la devise que nous connaissons. Et donc, on devrait voir l'impact. On devrait pouvoir surveiller l'impact au fil des jours. Alors, quand il y a une augmentation, on peut comprendre pourquoi c'est arrivé. On peut aussi faire le même exercice en fonction des taux de remboursement. Est-ce que le taux de remboursement est de 50% ou de 25% ou 75%? On peut faire également une carte thermique de certains secteurs en appliquant le taux de remboursement et regarder si
un mois après l'autre, ils peuvent arriver à un taux de remboursement de 25%. Alors, de cette façon, on peut saucissonner, si vous voulez, ventiler le portefeuille et voir le taux de remboursement en fonction des secteurs. Alors, en vert, c'est ceux qui payent de 75 à 100%, et puis les rouges, c'est maximum 25% de remboursement. C'est un outil très simple et facile à utiliser. Oui, le message clé, c'est qu'il faut faire attention aux moyennes. Il ne faut pas que la moyenne soit une association du pire et du meilleur, mais il faut vraiment suivre ces éléments. Si, par exemple, votre évaluation initiale d'un secteur était X ou Y et que vous avez alloué vos ressources dans la mauvaise case, peut-être que il ne faut pas mélanger toutes les informations. Mais ça peut vous donner une idée beaucoup plus claire en se basant sur les moyennes. On a groupé les différents secteurs selon l'impact faible, moyen, élevé, extrême, etc. Alors, on a 50 secteurs, 50 sous-secteurs, l'un qui est passé par 150 emprunts, un autre 250 emprunts. Bon, les chiffres varient énormément. C'est vraiment un cauchemar de gérer toutes ces informations. Dans d'autres cas, 25% de portefeuille est caractérisé par « autre », entre guillemets. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ce sont les données qui sont intégrées. Alors, il vous faut une comparaison entre secteur et sous-secteur et être sûr que ces moyennes vous donnent une idée concrète de la situation. Alors, peut-être que vous n'avez pas, je ne sais pas, il y a des informations à donner aux agents qui sont chargés de surveiller ces emprunts. Peut-être qu'on peut recatégoriser, changer certains emprunts de catégorie en fonction de l'évolution de la situation. Alors, ça, c'est une chose. D'un autre côté, quand vous voyez les paiements entrer dans le système, comment utiliser ces informations pour catégoriser différents emprunts? Disons que tous ceux qui sont payés fin octobre, on peut les mettre dans tel groupe. De cette façon, vous pouvez exercer un certain suivi parce qu'on ne veut pas regrouper toute une série d'éléments dans une catégorie et puis pouvoir analyser cette catégorie-là. Non, il faut être conscient également des différences. En ce qui concerne l'activité du personnel, il y a tellement de fournisseurs de services financiers avec beaucoup d'employés qui doivent assurer le suivi des données, la collecte des données et autres. Les bailleurs ont changé énormément leur structure. Leur salaire a varié, était fixe auparavant et a changé. Donc il y a énormément de changements également en fonction de leurs activités. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a quelque chose à ajouter à ce propos. Oui, il faut être prudent. Nous les encourageons également, nous les informons également à introduire les bonnes informations au bon endroit. Alors, on parle toujours de MIS, la base de données. Très bien, mais chaque fois qu'ils entrent en contact avec le client, il faut mettre les données en commun et savoir quand le client peut effectuer un paiement. Il faut être sûr également qu'ils remplissent chaque fois la même case, qu'ils ne se trompent pas. Ça, c'est aussi important de vérifier. Oui, les paiements rentrent, mais il faudrait aussi être attentif à s'assurer que les documents sont correctement remplis, etc. Donc ça, c'est un autre écueil que j'ai remarqué, une autre difficulté que j'ai remarquée dans ce système. Daniel? Oui, puis il y a tout un autre niveau. Nous parlons de portefeuille, de clients, de veiller à ce que l'argent entre. Mais il y a aussi
un autre aspect. Comment gérer les liquidités? Comment gérer la solvabilité? Donc le volet purement financier. Évidemment, les deux sont étroitement liés. Mais une chose qui est pertinente également, c'est premièrement pourquoi est-ce que les remboursements sont tellement importants? Bien sûr parce que cela affecte à la fois les liquidités et la solvabilité. Et il est important de continuer à accorder des prêts parce que c'est ce qui fera que de l'argent continuera à rentrer. Parce que si vous n'avez plus de rentrée d'argent, à ce moment-là, vous risquez de vous retrouver dans une situation critique. Et puis, si on pense au début de la crise du Covid, et cela a été discuté en plénière, l'un des constats a été que, je crois que c'est Eric Campos qui l'avait dit, de Grameen Crédit Agricole. Il a dit que le nombre d'IMF qui souffrent une crise de liquidité est assez réduit. Or, c'était une grande préoccupation au mois de mars-avril. Cela s'est calmé à ce niveau-là. Bien sûr, il y a des IMF qui souffrent, mais ce n'est pas la majeure partie. Et maintenant, la question de la solvabilité est importante. Et ce serait intéressant de voir des études de cas et de voir comment on fait d'autres IMF, à quel pourcentage elles sont arrivées, 20, 30%, et j'ai fait un calcul. Alors, certaines IMF étaient à 42-43% de leur portefeuille au début de la crise. Alors, elles n'avaient pas vraiment le choix. Et c'est possible de survivre. Donc, n'oublions pas ce genre d'éléments. Mais je pense que c'est difficile aussi à l'heure actuelle. C'est comme si on était tous dans le brouillard. Parce que, bon, il y a des moratoires, difficile de savoir ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Les investisseurs essayent de voir quelles seront les pertes. Il y a des pertes. Et combien de capital sera nécessaire? Et donc, oui, une consolidation devra se faire. Il faudra également tenir compte de l'écosystème dans lequel on opère. Quel est le point de vue des autorités de régulation? Quel est leur niveau d'engagement? Les investisseurs, les membres des conseils. Ce qui crée de l'incertitude, c'est ces allers-retours entre moratoires. Alors, même pour certains, enfin, en fait, 2020 sera une bonne année. Mais en fait, il faut creuser, il faut vraiment comprendre ce qui se passe en profondeur. Et ça, c'est le vrai défi. Peut-être que ce serait les liquidités. Et oui, tout le monde pense à la solvabilité. Oui. C'est stress test, c'est vraiment terrible. Alors, il faudra voir la situation 2020-2021. Ça ne veut pas dire que les IMF, que certaines IMF ne vont pas survivre, mais il faudra voir quel sera le taux de remboursement. J'ai essayé de faire des budgets, de faire des prévisions. C'est un cauchemar en ce moment. Alors, il y a des outils de budgétisation, mais ce qu'il faut savoir maintenant, c'est si les investisseurs vont faire preuve de patience. Et jusqu'à présent, oui. Bon, en tout cas, en Azerbaïdjan. Nous ne savons pas encore quels seront les taux de remboursement. Nous avons besoin de souplesse. Nous allons voir s'il y aura un refinancement. Alors, quel sera le taux de remboursement?
50%, 75%. Et à partir de cette information-là, on peut adopter des décisions. Petite coupure. Alors, liquidité sur 12 mois. Nous prenons une moyenne, nous prenons plusieurs scénarios. Alors, sous forte pression, la plupart des IMF disent qu'elles ne vont pas débourser ce qui était prévu. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on est un petit peu dans le brouillard. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait trop de surprises non plus du côté d'un gestionnaire des risques. Donc, il faut tenir compte de différents scénarios, les soumettre au conseil d'administration, voir comment réagir, demander des reports. Mais le plus important, c'est d'être prêt. Oui. Et puis, les régulateurs. Faudra-t-il augmenter le capital? En tout cas, nous n'avons jamais été dans cette situation-ci. Jusqu'à présent, les crises touchaient une région, mais maintenant, il y a vraiment une dimension mondiale. Donc, beaucoup d'argent sera nécessaire un peu partout, dans tous les pays, dans toutes les institutions. Et c'est vraiment une inconnue, c'est une grande incertitude. Y a-t-il suffisamment d'argent pour soutenir le tout? Ça, c'est un élément qui est sans précédent. Alors, ceux qui disposaient d'un bon capital vont s'en sortir. Connaîtront des difficultés, certes, mais vont s'en sortir. Mais ceux qui ont commencé à 20, ceux-là, ils seront en difficulté. En Bosnie, certains étaient près de la faillite sur papier, mais il y a eu de grandes restructurations. Mais nous n'avons pas non plus de régulateurs très stricts qui disent à partir de X, vous devez fermer. Et il y a même certains éléments qui ne sont pas contrôlés par les régulateurs. En tout cas, nous avons... J'ai vu dans plusieurs crises qu'il y avait des institutions qui, sur papier, étaient pratiquement en faillite et qui s'en sont sorties. Alors, moi, je suis un tout petit peu sceptique quand je vois les ratios. Parfois, j'ai vu que le capital était très, très près de 0. Et j'ai vu des IMF qui disaient, normalement, nous allons avoir suffisamment de provisions, mais à ce moment-là, ils échelonnent cela dans le temps et c'est OK. J'imagine que la plupart des régulateurs ne voudraient pas tout fermer. Alors, s'il y en a un ou deux qui sont vraiment en difficulté, peut-être qu'ils seront fermés, mais s'il y a vraiment des éléments qui ne s'en sortent pas sur le marché, bon, peut-être qu'il y aura une faillite pour cela. Mais si l'ensemble du marché se porte mal, alors je pense que les régulateurs devront faire preuve de patience et de compréhension. Et il faudra se dire que oui, qu'il y aura des réductions et il y aura des conversions s'il n'y a pas d'autre choix. Alors, je pense à un cas en Inde. Alors, je pense à l'Andhra Pradesh, en Inde. Ils sont à moins de 1 taux de remboursement inférieur à 1% pour l'ensemble du portefeuille. Mais finalement,
il y a eu un recouvrement de 15% du portefeuille. Bon, pas 100%, mais tout de même. Alors, avec les régulateurs, ils ont convenu que j'oublie les termes techniques en fait, CDR, je ne sais plus, corporate debt restructuration de dette. Donc à ce moment-là, la dette a été reconvertie en d'autres actifs. Alors, personne ne veut parler de ce genre de situation, mais pour les marchés qui sont durement frappés, je peux m'imaginer des situations comme celle-ci. Alors, vous parlez des régulateurs. Il faudrait également faire une analyse des risques par pays. Oui, et sans aucun doute. Et il y a beaucoup de véhicules d'investissement en microfinance, mais qui ont une durée de vie limitée et ne peuvent pas donner plus. Donc, des négociations intéressantes devront se faire. S'il y a un besoin de lever des fonds, alors que faire? Et il faudra décider quelles institutions soutenir dans quel pays. Alors, ce seront des situations difficiles. Je ne pense pas que nous ayons été confrontés à ce genre de situation de par le passé. Les investisseurs sont patients, c'est vrai, mais c'est vrai que leurs fonds sont limités également. Alors, ici, il ne s'agit pas simplement de restructurer. La situation est différente. Il faut vraiment voir quels sont les pays prioritaires également. Oui, quand je parle à des CEO, à des PDG, ils ne sont pas contents. Il faut parfois être un peu plus, faire un peu moins, même s'il y a une réduction de 10%, de 20%, réduire les activités. Mais les CEO n'aiment pas avoir cette information. Les cadres financiers, ça va, mais pour les PDG n'aiment pas cette idée de devoir réduire les activités pour s'en sortir. Oui, mais parfois il faut réduire un petit peu l'activité pour s'en sortir. En fait, je serais surpris s'il y avait maintenant des injections de capitaux dans des entreprises. Les investisseurs vont voir ce qui va se passer. Et puis, quand il y aura à nouveau des perspectives de croissance, il y aura peut-être à nouveau des capitaux. Mais bon, ça va peut-être prendre 3-4 ans. Je ne pense pas qu'il y aura maintenant une grande injection de capitaux, de fonds. Il y a une étude de cas qui n'a pas encore été publiée, que ce sera bientôt. Alors, une institution qui a dû réduire sa taille de 50% et la situation... C'était une institution en Bosnie. Oui, ils ont réduit leurs activités, ils se sont préparés et ce qui était intéressant, c'est que, nous ne l'avons pas encore dit, mais c'est que voit-on au niveau des portefeuilles, toutes les IMF qui ont réussi ont été extrêmement transparentes envers les investisseurs et les régulateurs, ça c'est important, mais une grande transparence sur la manière dont elles se portaient. Et ça fait une grande différence pour des investisseurs qui à ce moment-là sont prêts à travailler avec ces institutions, faire preuve de souplesse, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui revient. Ceux qui survivent les crises
Ce sont ceux qui sont transparents. Ceux qui ne sont pas transparents ont tendance à ne pas survivre. Oui. Voilà, je pense que le moment est venu de résumer. Nous allons faire venir Ivo, mais Déborah voudra peut-être conclure, dire le mot de la fin. Bon, je pense que chaque cas est différent, mais il y a beaucoup à apprendre du passé et de le communiquer. Beaucoup de PDG veulent s'en sortir, la tête haute. Il est vrai qu'il y a un certain nombre de problèmes qui doivent être évoqués, qui demandent des ressources. Nous devons nous appuyer sur les études de cas, sur cette feuille de calcul ou cette cartographie thermique, voir qui a réussi à survivre en tirant le meilleur parti de cette situation, mais en tous les cas, de toute façon, c'est lié à des décisions très difficiles. Il faut arriver à disposer de régulateurs, d'investisseurs compréhensifs, et ce n'est pas uniquement vous. Hein. Tout le monde doit s'impliquer. Pour l'audience, juste en dessous de cette fenêtre, dans la description, vous trouverez un lien vers toutes les études de cas que l'on a évoquées. Il suffit de cliquer sur ces liens, il y en a beaucoup d'autres qui s'ouvriront. Un lien vous conduit vers un autre lien, mais beaucoup de recherche est disponible. Un ajout rapide, une question que quelqu'un a posée. Les investisseurs vont-ils jouer leur rôle pour tirer le meilleur parti de la situation? Bon, ça se fera peut-être pas aussi rapidement qu'on le souhaite, puisqu'il faut déjà analyser la situation à venir, mais les investisseurs en capital sont très engagés. N'oublions pas ceci, il faut juste qu'ils essayent de ne pas oublier la perte, leur perte, l'ampleur de leur perte. Oui, je vois la question. Les réglementations sont là pour être appliquées. Si vous êtes la seule institution, ça pose problème. Si vous êtes un parmi d'autres, c'est moins grave, peu importe combien on est. En tout cas, merci. Déborah, nous allons intervertir nos rôles. Je vais animer la discussion à venir. Je vais faire venir Ivo, Donna et Déborah. Ça a été un grand plaisir. Nous nous reverrons plus tard. Ivo, vous nous avez écouté en coulisses, n'est-ce pas? Mais vous n'avez pas pris part au dialogue. En tout cas, c'est intéressant de vous avoir parmi nous. Vous avez travaillé à CEGAP sur ce document. Vous l'avez appelé feuille de route en matière de réaction à la crise. Alors peut-être que vous pouvez vous présenter brièvement et passer quelques questions. Décrivez tout d'abord le travail que vous avez réalisé. Merci Daniel de m'avoir invité, de m'avoir proposé d'écouter votre conversation très intéressante et très concrète. Ça a été un grand plaisir pour moi. Je suis Ivo Yannick, spécialiste inclusion financière à CEGAP. J'ai travaillé essentiellement sur des questions de nature politique, services financiers, innovation, numérique, modèle d'affaires. Mais depuis le début de la pandémie, je me suis beaucoup concentré sur la réaction de l'industrie de la microfinance et le projet que nous avons en termes de feuille de route gestion de crise. Entendu, merci. Je vais tout d'abord présenter quelques écrans, mais ce faisant, Ivo, en réaction à la crise du Covid, vous avez travaillé au sein de CEGAP avec plusieurs réponses, dont notamment cette publication. Peut-être que vous pouvez brièvement nous dire dans quelle mesure cela s'inscrit dans ce cadre général sur lequel CEGAP a travaillé, en réponse à la crise du Covid.
Tout à fait. Au fond, nous avons été confrontés à une décision très difficile à prendre, comme beaucoup d'autres organisations, au début de cette année, voire lors du printemps, à savoir que faire, comment répondre à la crise, à la pandémie. Personne n'en connaissait la durée, son évolution. Nous étions au beau milieu de notre année budgétaire. On devait voir s'il fallait lancer des actions spécifiques. Nous avons décidé de revenir à nos racines et de nous reconcentrer en partie à l'aspect réaction sur la base des problèmes que connaissait le secteur. Je veux dire revenir à nos racines, puisque SEGAP a été créé il y a 25 ans pour soutenir la microfinance, mais depuis lors, nous sommes de plus en plus tournés vers l'argent mobile, les services financiers, etc. Et là, nous sommes dit que SEGAP pouvait fournir son savoir-faire et contribuer à l'effort mondial en soutien à l'industrie de la microfinance. Donc nous avons créé 3 grands groupes de travail, l'un ciblé sur l'alignement et la coordination des investisseurs. J'ai entendu Donna et Deborah et vous-même également. Vous nous avez dit combien il était important que les investisseurs soient patients et coordonnent la demande mondiale en termes d'investissement en capital. Eh bien, nous souhaitons avec nos partenaires assurer un échange d'expériences pour assurer une coordination adéquate des actions pour pouvoir nous appuyer sur l'équilibre positif plutôt que sur les aspects négatifs. Ensuite, nous avons lancé une enquête qui a permis de collecter des informations préalables sur la situation mondiale et du secteur. Et je pense que nous avons eu une bonne réponse dans un premier temps qui nous a permis d'avoir un aperçu d'ensemble que l'on va suivre au fur et à mesure. Hier, mon collègue parlait du défi de la gestion d'une enquête et de collecter les données dans une période de ce genre. Troisième groupe technique que j'ai piloté, résilience. C'est ainsi qu'on l'a intitulé. Au fond, il s'agit tout d'abord d'aider le secteur de la microfinance à surmonter la crise et à définir les actions à lancer pour survivre. Il faut comprendre que cette crise est une opportunité pour pouvoir progresser dans les activités que l'on aurait dû entreprendre depuis bien longtemps, modèle d'affaires, moderniser, numérisation. En tout cas, il y a un groupe qui était concentré sur la restructuration et les relations investisseurs, un autre sur la numérisation, et nous pouvons aborder cela très rapidement. Et le troisième, c'était la gestion de crise, notamment la feuille de route. Parfait, merci. Je vais peut-être montrer... bon, vous aurez des écrans à nous montrer, bien sûr, mais vous parlez de cette feuille de route, gestion de crise. Quand on pense au Covid, est-ce que vous voyez des similarités avec les crises passées ou est-ce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau? Bon, Daniel, quand j'écoutais les conversations, en tête, je cochais différentes cases qui correspondaient à notre feuille de route. En fait, la crise est nouvelle à beaucoup d'égards, mais en même temps, il y a beaucoup de points connus. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? On vous a entendu, ainsi que Donna et Debra. On peut tirer des enseignements du passé qui sont applicables aujourd'hui, car une crise est une crise en tant que telle. La microfinance, les IMF doivent se concentrer sur la liquidité, la solvabilité, la segmentation du portefeuille, la restructuration. Quand reprendre les prêts auprès des nouveaux clients, des anciens clients, tout cela est connu. Et donc des enseignements passés peuvent être appliqués aujourd'hui. Mais là encore, nous l'avons appris, il y a beaucoup d'idiosyncrasies qui sont liées à cette pandémie et notamment au simple fait qu'il y a une évolution permanente, continue. Avec Julie Abrams, auteure de la feuille de route, quand on en parlait, elle a essayé de faire la comparaison entre un film et une photographie. Dans le passé, on avait des photographies, un événement, tremblement de terre, inondation, sécheresse, événement politique. Vous analysez ensuite la situation et vous décidez de la marche à suivre. Eh bien, en l'occurrence,
C'est un film permanent. Au printemps, tout le monde s'en souvient, au jour le jour, on avait des nouveautés. Il fallait réagir, confinement, nouvelles mesures gouvernementales, moratoires, etc. et j'en passe. Du coup, la crise est très différente de ce point de vue et il faut en souligner sa nature mondiale. Pas seulement parce qu'il y a une demande mondiale en capital, mais c'est qu'il y a des implications pour chaque partie prenante dans le secteur. Ça affecte vraiment tout le monde. Et c'est ce qu'on a vu avec les réseaux de microfinance. Ils ne peuvent pas se concentrer sur une région spécifique ou un pays. Non, ils ont un coup d'œil mondial sur ce que font leurs membres. Idem pour les clients, pour les institutions de microfinance elles-mêmes. Voilà donc pour les aspects spécifiques. Et tel que nous avons cerné ceci au niveau supérieur, c'est de tirer les enseignements du passé, les interpréter dans ce nouveau contexte. Fantastique. Peut-être que vous nous aider à passer en revue cette feuille de route. Nous l'affichons. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Bon, c'est une illustration uniquement. La feuille de route, si vous l'étudiez, elle est censée aider le secteur de la microfinance et différents acteurs à savoir où ils en sont et quels conseils peuvent leur être fournis par rapport aux erreurs passées et aux démarches à entreprendre aujourd'hui. Attention, ce n'est pas quelque chose préparé en interne à CEGAP. En réalité, nous avons passé en revue près de 200 outils, documents, orientations existants dans le monde après les crises passées et dans la situation actuelle du Covid, triés, classés en catégories et thèmes et rattachés à des actions de gestion de crise spécifiques. Du coup, cette feuille de route nous donne une liste d'actions immédiates et à plus long terme, de jalons et de références vers d'autres ressources permettant de découvrir comment agir. Par exemple, un plan de continuité d'affaires, on parle de ces plans de continuité dans le contexte du Covid et c'est ventilé en plusieurs étapes pour garantir la sécurité du personnel, la sécurité des clients, changer le modèle de fonctionnement, le bidouillant, et ensuite nous fournissons une checklist en disant voilà, premier point, ce qu'il faut faire pour la sécurité du personnel dans le scénario du Covid. Et si vous voulez connaître mieux ces actions spécifiques, nous vous fournissons des références vers d'autres ressources. Et là encore, Daniel, votre nom est tout à fait cité, ainsi que celui de Donna et Deborah, puisque vous avez tellement travaillé dans ce secteur avec tant de publications qui sont d'ores et déjà très utiles que nous ne voulions pas repartir de zéro. Nous voulions tout simplement faciliter la tâche de l'audience pour les retrouver à partir de l'instant T dans lequel ils se trouvaient. Un mot de plus peut-être. Quand on a pensé à l'audience, on a pensé aux CMF locales, taille moyenne, qui ne sont pas forcément rattachés au réseau de grande taille ou qui n'ont pas forcément l'accès aux grands investisseurs internationaux, mais qui souhaitaient connaître les pratiques internationales et savoir un peu mieux ce qui se fait au niveau des grands acteurs en temps de crise pour essayer de servir cette connaissance, de la retransmettre. Merci beaucoup. David et Castellani souhaitent faire un commentaire. Quand on parle de la comparaison avec les crises précédentes, et d'ailleurs vous l'avez souligné également, une nature de crise internationale demande une coordination internationale. Bon, en partie, c'est le sens de cette feuille de route, le travail réalisé par les investisseurs et le travail de AFI avec les banques centrales, les régulateurs. Beaucoup de coordination est donc intervenue dans l'ensemble du secteur. Et je dirais même que ce que l'on fait dans cette semaine européenne de la microfinance s'inscrit dans cette coordination via un partage de bons exemples et d'éléments pertinents et utilisables pour des acteurs qui n'auraient pas forcément découvert tout cela. Si vous êtes une IMF au Guatemala, vous n'auriez peut-être pas eu connaissance de ce qui se fait en Azerbaïdjan. Voilà ce qui nous a motivés. Et donc, sur ce,
Nous arrivons à la toute dernière minute de notre intervention. Merci à Dana, à Déborah et à vous-même, Ivo. Je pense que cette session a été excellente. Nous avons eu une discussion très enrichissante. Pour l'audience, si vous avez des questions de suivi des publications web, Ivo, quand est-ce qu'elle va sortir la feuille de route? Elle n'est pas encore publiée, n'est-ce pas? Très bonne question. Elle sera publiée dans 2 semaines à peu près, début décembre. Entendu, cela va sortir. CFI a beaucoup de publications. En partenariat avec CFI, nous avons également sorti des publications sur COVID Inclusion at Work. Si vous avez besoin d'un vrai expert, eh bien vous pouvez contacter Donna également. Voilà. Mise en réseau, c'est notre travail. Il est bon de relayer ces appels. Merci beaucoup et profitez bien du reste de la conférence. Merci Yvo.